Bonjour à tous, nous sommes toujours Méline et Théo, et voici une nouvelle émission d'Historia, dans laquelle nous décortiquerons l'histoire, ses secrets et ses acteurs. Fidel Castro disait le capitalisme sacrifie l'homme, le communiste sacrifie les droits de l'homme. Et aujourd'hui, nous parlerons de la révolution cubaine, mais surtout de Che Guevara. Bonjour Méline. Bonjour à tous, bonjour Théo. Ernesto Guevara, dit Che Guevara, est né le 14 juin 1928 en Argentine. Est né d'une fratrie de 5 enfants. Même si cette famille est d'origine aristocratique, elle vit comme la classe moyenne, portant des idées de gauche. Ce qui pousse le jeune Ernesto à être connu pour ses opinions radicales. Il a accès à l'éducation, et notamment à la philosophie. Il étudie donc beaucoup, et sur tous les sujets. En 1951, il part faire le tour de l'Amérique du Sud avec un ami. Il y rencontre les populations locales. Et la misère qui va parfois avec. Il rencontre également des socialistes. Mais avec cette rencontre avec la pauvreté et les inégalités, ajoutées à des lectures marxistes, fait qu'il conduit que le seul moyen de changer les choses est de réaliser une révolution armée. De retour en Argentine, il va finir des études de médecine qu'il avait commencé et obtient son diplôme en 1953, date à laquelle il se relance dans un voyage du continent. Première escale en Bolivie où il ne peut pas s'empêcher de participer à la révolution sociale populiste. Au même moment, Fidel Castro et plus d'une centaine de jeunes attaquent la caserne de Moncada à Cuba. C'est un échec cuisant pour les révolutionnaires. Fidel Castro sera arrêté mais amnistié. Il s'exile alors au Mexique où il fonde le mouvement du 28 juillet, le M26. En décembre 1953, Ernesto se dit qu'il pourrait s'installer au Guatemala, sa seconde escale, soutenant la politique du président et de sa volonté d'exproprier une partie des terres agricoles détenues par les États-Unis. Là-bas, il rencontre une femme, Hilda Gadea Acosta, une économiste socialiste qui a des contacts au gouvernement guatémaltais. Il renoue alors avec des amis cubains et obtient son surnom de Che. La vie se fait, souvent difficilement, mais tout change quand une cargaison d'armes en provenance de la Tchécoslovaquie communiste arrive autour du 15 mai 1954. Le tumulte règne alors au Guatemala, mais à cause de la tentative de coup d'État de Carlos Armas le 18 juin. Le coup d'État, comme à chaque fois qu'un gouvernement est de gauche, la CIA l'a soutenu et le président guatémaltèque Jacobo Arbenz démissionne 2 semaines plus tard. Armas devient donc président en septembre 1954. Dans le même temps, Che Guevara rejoint le Mexique et est présenté à Fidel Castro. Et après une nuit de discussion, il rejoint sans aucune hésitation le M26. Même si ça ne devait être que le médecin du groupe, il reçoit tout de même un entraînement militaire. Et leur instructeur le désigne comme la meilleure recrue. Comme quoi. À Mexico, il est rejoint par Hilda Gadea, avec laquelle il se marie en août 1955, et leur fille naît 6 mois plus tard. Une fois encore, la vie se passe, mais cette fois-ci, il est embauché comme médecin à l'hôpital général de Mexico. En novembre 1956, Ernesto débarque avec Castro à Cuba, mais il est attaqué par l'armée de Batista, le dictateur de Cuba. Les 3/4 de ses effectifs sont tués. Che Guevara, Castro et les survivants se cachent dans les montagnes de la Sierra, au sud de l'île. En beau révolutionnaire communiste, Ernesto commence à signer des lettres par le Che, voire même par Staline II. Il démontre alors sa froideur et son intransigeance lorsqu'il s'agit de trahison, d'indiscipline ou de crimes de guerre, amis ou ennemis. Mais il a la réputation d'avoir été clément face à quelques erreurs et aurait proposé aux soldats ennemis de se rendre plutôt que de combattre à de nombreuses reprises. On a cependant des témoignages de guerrieros qui affirment qu'il aurait exécuté pour quelques divergences idéologiques ou pour un petit vol de nourriture, parfois même devant les familles des exécutés. Alors que la vie est rude, surtout au début des années 1957, le New York Times publie une interview de Fidel Castro. L'opinion publique américaine et internationale ont une certaine sympathie pour les guérilleros. Enfin, le gouvernement américain déchantera bien vite. Vous venez d'entendre la chanson Hasta Siempre, chanson emblématique et iconique sur le Che. Fin
mai 57, alors que les révolutionnaires ont réuni plus de monde, il attaque la caserne d'El Uvero. Et il y a beaucoup de blessés. Che Guevara et le médecin militaire soignent les blessés des deux camps et les révolutionnaires blessés trop gravement sont emprisonnés avec dignité sur accord commun. Une deuxième colonne de guerrieros s'est formée et Ernesto en est le commandant. Elle est cependant appelée 4e colonne pour duper l'ennemi. Après quelques victoires, ils réussissent à occuper un territoire et à construire une base solide et permanente. Mais les troupes gouvernementales passent par là et la base est détruite. Tant pis, ils en construisent une autre. Comme l'information est le nerf de la guerre, ils fondent le journal Cuba Libre et la radio clandestine Radio Rebelde. Radio qui n'a jamais cessé d'exister d'ailleurs. En 1958, alors que la presse internationale s'arrache Che Guevara, le gouvernement de Batista en fait une cible à abattre. Depuis les débuts du M26, il existe d'ailleurs deux branches, la M26 urbaine, des Cubains restés sur place, et la M26 Sierra, plus internationale. Ernesto de la M26 Sierra entre en conflit avec la M26 urbaine. Le problème vient du fait que le M26 en général est anti-Batista. Et jusque-là, il n'y a pas de problème. Le problème est que la branche urbaine est davantage anticommuniste et forcément ça ne passe pas trop avec Castro et le Che. Début mai, après que la branche du M26 Sierra ait pris le dessus sur la branche urbaine, Ernesto va diriger l'école militaire à contre-cœur car en arrière du front. Quelques jours plus tard, le dictateur Batista entame une offensive avec 10 000 soldats. Dans les premières semaines, à 1 contre 35 et sous des bombardements de napalm, la guérilla est presque défaite. Mais il résiste du fait qu'il s'agit d'une guérilla. Durant l'été, les guérilleros progressent finalement cap sur le nord de Cuba et vers la ville de Santa Clara. Le Che, aux commandes de 2 colonnes, fait halte au centre de l'île pour s'implanter un peu plus. Il fréquente alors Aleida March, même si celle-ci est anticommuniste. Après quelques batailles, la voie vers Santa Clara se libère. La ville ne tient pas malgré des fortifications et des combats à 1 contre 10, du moins pour la version des partisans du Che. La vérité est qu'Ernesto a attaqué des troupes qui étaient prêts à se rendre, la reddition étant négociée avec d'autres guérilleros dans les derniers jours de 1956. Le 1er janvier a lieu un coup d'État. Batista va fuir alors en République dominicaine. Les milices de la M26 maintiennent alors l'ordre et tout se passe bien. Les garnisons sont quand même prises d'assaut dans quelques esclandres. Des procès ont lieu en masse et le Che, gouverneur de la prison de la Havane, exécute à tour de bras, ne cachant pas sa cruauté. Un gouvernement révolutionnaire se forme alors. Il est alors chargé des mesures agraires. Et puis le 22 mai 1959, il va divorcer avec Hilda Gadea pour être officiellement avec Aleida March, qu'il épouse 10 jours plus tard. L'année suivante, il devient ministre de l'Industrie et se met à théoriser sur la révolution, la guérilla et le communisme. Avril 1961 a lieu le débarquement dans la baie des Cochons, un Américain dont les défenses sont en partie organisées par Che Guevara. En août de la même année, il survit à un attentat orchestré par la CIA. Février 62, les États-Unis imposent un embargo alors que les entreprises américaines aient été nationalisées. Il fait ensuite de nombreux déplacements à l'international avant de disparaître de la vie publique au début de l'année 65. En mars, il veut aider à étendre la révolution en Afrique avec le Congo pour aider les rebelles congolais. Il est finalement rattrapé par les troupes de Mobutu après 7 mois de galère. Mais Castro a publié sa lettre d'adieu qu'il fait à Cuba pour aider le reste du monde et ne peut pas revenir à Cuba. Mais il finit tout de même par y revenir à l'été 66, après des voyages clandestins en Europe et sous la demande de Castro. Il veut reprendre la Bolivie des mains de la dictature, et du coup il va repartir avec de nouveaux faux papiers. La guérilla reprend alors pour le Che. Je me suis perdue. Mars 67, leur campement est découvert. Dans un jeu de guérilla, il y a des avancées et des retours en arrière. Et là, Cuba n'envoie surtout pas d'aide. On suppose que la popularité du Che a toujours gêné Castro, et ce genre de coup est bien dans ses habitudes. Et finalement, Ernesto Guevara est capturé par les Boliviens le 8 octobre 1997. 67, ça suffit. 67. Et puis le lendemain, le gouvernement bolivien va annoncer la mort du Che. Sans doute pour éviter un procès, et surtout une peine de prison de laquelle le Che aurait pu sortir.
Inhumé dans un lieu secret, un général bolivien révèle en 95 qu'il est sous la piste de l'aéroport de Valle Grande. Ville où son corps avait été exposé pour prouver qu'il était bien mort. Sa dépouille est ramenée à Cuba en 97 et est désormais dans un mausolée à sa gloire après des funérailles de héros national. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Vous nous retrouverez dans 2 semaines pour découvrir une nouvelle période et de nouveaux acteurs de l'histoire. Car comme le pianiste Eva Curie le disait également, la paix à n'importe quel prix, ce n'est plus la paix. Allez, on vous laisse revenir tranquillement sur la bonne ligne temporelle. À très bientôt!